Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital, une émission à présent retransmise en direct sur viragedigital.fr, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de poser toutes vos questions à nos invités ou à notre invité pour ce soir via la barre de commentaires qui est située à droite du player. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, jeux vidéo et transformation numérique sont-ils des vases communicants ? Nous en parlons dans quelques instants avec Alexis Bacot, PDG de Area Effect. Bonjour Alexis. Bonjour. Thibaut Louis-Lucas, président et cofondateur de Pistache, nous rejoindra un petit peu plus tard afin de nous présenter son application qui mêle jeux vidéo ou jeux ludiques et applications mobiles et vie quotidienne. Mais tout de suite, je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine avec la revue de presse. La Poste lance sa première ligne commerciale de livraison de colis par drone, lancée dans le Var, entre les villes de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et celle de Pourrières. La première ligne de livraison par drone verra le jour la semaine prochaine. Portée par la société DPD Group, elle-même filiale du groupe La Poste, le service n'attendait que l'aval de la Direction Générale de l'Aviation Civile, qu'elle a finalement eu. Le drone de transport pourra ainsi effectuer un trajet entre deux terminaux, conçus spécialement pour sécuriser le chargement et le déchargement des paquets. Trajet qui comprendra notamment la traversée d'une route nationale, de l'autoroute A8 et de deux collines, un itinéraire entièrement programmé avec des données GPS et surveillé par un opérateur agréé par la direction de l'aviation civile. Rassurez-vous, toutes les mesures de sécurité ont été prises, le drone peut en effet transporter jusqu'à 3 kg de chargement et est équipé d'un parachute en cas de chute brutale. Pas de danger donc pour ceux qui seraient en dessous. Deuxième info de la semaine, la start-up 3D Various ou 3D Various que vous retrouverez au CES 2017 commercialise des violons électriques imprimés en 3D. Créé par le violoniste Laurent Bernadac, ce violon, dont le design a été conçu pour créer la meilleure acoustique possible, est tout d'abord créé à l'aide d'une imprimante 3D, puis traité. Tout le processus n'est pas industrialisé pour autant. Une fois la base donc imprimée en 3D, la création du violon demande encore une vingtaine de jours, notamment afin de le personnaliser aux attentes de jeu des violonistes, et le résultat est assez impressionnant. Regardez. Voilà, comme vous pouvez le voir, la différence de son est à peine perceptible, voire pas du tout. Troisième info de la semaine maintenant, on n'arrête plus Google dans sa course à la voiture autonome. Le géant a en effet annoncé que désormais cette activité bénéficiera d'une entité propre, à savoir Waymo. Cela témoigne de technologies en la matière suffisamment mûres pour être commercialisées. L'idée est en effet à présent de vendre les technologies développées par le géant du web en matière de mobilité à d'autres entreprises, comme des constructeurs automobiles, mais aussi des sociétés de transport, de logistique, de livraison urbaine ou encore de VTC. A New Way Forward for Mobility, voilà d'où est tiré le nom de l'entreprise Waymo et voilà qui augure de nouvelles perspectives sur ce marché. Et enfin, dernière info de la semaine, France et Allemagne lancent un label commun de sécurité pour le cloud. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et son homologue allemand, le BSI, ont lancé un nouveau label commun mi-décembre, l'ES Cloud. Celui-ci concerne les prestataires de services informatiques en cloud. L'accord en question a été signé en marge de la conférence franco-allemande pour le numérique qui se tenait le 13 décembre 2016 à Berlin. Un label essentiel pour renforcer la confiance des entreprises dans le numérique, selon Michel Sapin, l'actuel ministre de l'économie. Voilà pour l'info donc de la revue de presse de la semaine et je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat.
Un débat qui n'en sera pas un donc, puisque nous recevons un seul invité, il s'agit d'Alexis Bacot, donc PDG d'Area Effect. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors on va passer donc quelques minutes ensemble, plusieurs minutes même à parler donc de la transformation numérique du jeu vidéo et l'apport du jeu vidéo aussi dans la transformation numérique d'autres secteurs d'activité, avec donc du coup cette thématique jeux vidéo et transformation numérique sont-ils des vases communicants, puisque l'un et l'autre s'apportent mutuellement. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va peut-être d'abord présenter Area Effect et comprendre un petit peu cette activité. Ça a été créé il y a combien de temps ? Area Effect, ça a été créé il y a 6 ans. On a fait un peu de jeux mobiles, on a fait du jeu PC, et c'est vrai qu'actuellement on se focalise principalement sur des produits industriels, pour la culture, pour le médical, et donc c'est l'impact du jeu vidéo sur différentes industries qui n'ont rien à voir, mais qui en bénéficient largement. Donc deux activités, la création de jeux vidéo et ensuite la mise à disposition des technologies du jeu vidéo pour d'autres industries. Si on reste sur le jeu vidéo, je crois que le dernier jeu que vous avez lancé, pour lequel on a quelques images, s'appelle Isle. On peut peut-être en dire un petit mot ? Isle, c'est un grand jeu qui a bénéficié d'un Kickstarter, donc de crowdfunding, qui est en développement depuis 2 ans et demi. Et donc on est actuellement en train de développer Isle pour PC, Mac et la plateforme Steam. Alors ce qui est assez amusant, c'est que finalement aujourd'hui on développe un jeu vidéo comme on lance un produit de start-up, on passe par la plateforme Kickstarter du coup. Alors les produits de jeux vidéo, c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux sont tellement gros et des budgets tellement importants que finalement on peut presque voir un jeu comme une start-up. Un jeu lui-même c'est un produit qui est presque une entreprise, parce que des produits dérivés, vous avez du crowdfunding, du financement spécifique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises de jeux vidéo qui font un seul jeu. Et qu'est-ce qui va expliquer qu'un jeu aujourd'hui est très gros par rapport à ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années ? Déjà, moi, une question toute bête, on avait une émission sur le cinéma il n'y a pas si longtemps où on m'expliquait qu'il n'y avait plus de DVD ou de cassettes et que maintenant tout était totalement informatique. C'est la même chose pour le jeu vidéo. Acheter mon jeu vidéo à la Fnac aujourd'hui, ça existe encore. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, dont moi qui est un studio indépendant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de diffuser sur internet, et c'est vrai que la marge est beaucoup plus grande aussi, donc c'est intéressant pour tout le monde, pour le consommateur et pour le producteur, donc je pense qu'il y a un intérêt là-dedans. Et alors je reviens à ma question, pourquoi les jeux sont plus gros aujourd'hui qu'avant ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux qu'il n'y avait pas avant ? C'est parce qu'il y a plus de design ou il y a d'autres fonctionnalités ? Alors c'est vrai qu'il y a plus de design, il y a plus de fonctionnalités. Et je pense que l'attente a évolué aussi avec le temps. Maintenant, chaque jeu doit avoir beaucoup plus de choses qu'à l'époque, en termes de durée de vie, mais aussi en termes de aussi bien campagne single player que de multiplayer, avoir des compagnons mobiles, avoir différentes plateformes pour que tout le monde puisse y jouer avec différentes consoles. Donc il y a de plus en plus de choses avec aussi différents hardware. On veut des jeux qui marchent avec à la Wii, avec la Motion. On veut des jeux qui marchent sur manette, clavier-souris, on veut du mobile. Donc, comme c'est des produits qui coûtent assez cher, pour les rentabiliser, c'est vrai que l'investissement est plus fort. Et donc, il y a une escalade, je pense, en termes de budget et fonctionnalité qui est de plus en plus forte. Et alors justement, quand vous dites que maintenant on a généralement une start-up pour un jeu, ça veut dire que, est-ce qu'on voit encore, je sais pas moi, différentes versions d'un jeu sortir, ou est-ce que c'est un jeu qu'on peut mettre par exemple à niveau en continu en utilisant notamment des jeux qu'on trouverait sur internet? Exactement. Par exemple. Un des jeux les plus connus aujourd'hui, c'est League of Legends, donc qui est fait par Riot. C'est vrai qu'ils commencent à faire d'autres produits, parce qu'évidemment une entreprise a toujours envie de diversifier et de faire d'autres choses. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils font que League of Legends, et c'est un jeu qui est patché tous les mois presque, comme d'autres jeux d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça évolue et ça se transforme beaucoup. Le moteur de rendu va changer, les mécaniques vont changer, la monétisation va changer. Donc même le business model va changer au cours de la vie du produit. Et quand le business model change, c'est-à-dire qu'on passe d'un business model où on vend un jeu et ensuite l'utilisateur joue, enfin où l'internaute joue à ce jeu, c'est-à-dire que maintenant il y a d'autres moyens en fait de gagner de l'argent, que ce soit et de faire dépenser celui qui achète, ou c'est peut-être pas lui qui dépense en fait. Ouais, il y a, je pense, autant de business model dans le jeu vidéo que de business model dans les startups. Ça peut aussi bien être un produit gratuit avec des achats in-app, ou ça peut être un achat premium, ça peut être les deux, ça peut être énormément de choses, des contrats avec d'autres entreprises. Je pense que ça évolue et ça s'adapte aussi à chaque produit,
Donc c'est vrai que des jeux comme League of Legends, ils jouent beaucoup sur les achats en ligne, parce qu'il y a une communauté en ligne, et donc il y a un côté social d'avoir avoir le meilleur look, si on peut dire. Sur League of Legends, justement. Ouais, tous des jeux comme ça a une valeur extrêmement forte, comme avoir une belle voiture ou une belle montre. Donc chaque jeu a ses atouts pour monétiser. Et on voit par exemple récemment, il y a eu Mario Run qui est sorti de Nintendo, qui est monétisé de manière très différente d'autres jeux. Eux, ils se permettent par exemple de monétiser différemment parce qu'ils ont une marque qui est très forte. Et donc je pense que les bons produits sont aussi des produits qui sont bien monétisés, adaptés à leur gameplay. Et vous parliez de Mario Run, donc moi ça me fait penser par association d'idées à Pokémon Go. Oui. Pokémon Go aussi, typiquement, il y a un business model totalement différent. Pour le coup, c'est le partenariat avec deux marques essentiellement. Il y a beaucoup de partenariats, il y a un peu d'achats in-app quand même, hein. Ça a fait beaucoup d'argent avec les achats in-app, mais c'est vrai que les partenariats avec McDo, etc., je pense, rapportent beaucoup d'argent. Et donc encore, c'est très 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 différent du reste. Ouais. Pokémon Go qui se joue sur mobile essentiellement. Vous avez développé également vous un jeu qui se joue sur mobile qui s'appelle Star Tales pour lequel on a des images. Comment est-ce qu'on crée un jeu sur mobile, parce que j'ai l'impression qu'il en sort chaque jour énormément. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'attirer ensuite des utilisateurs, et comment est-ce qu'on le monétise ou est-ce qu'on le rentabilise? Alors créer un jeu mobile, déjà il faut savoir qu'aujourd'hui, où il y a 4 ans comme moi j'ai fait avec Star Tales, ça n'a rien à voir. C'est un marché qui a évolué tellement vite que la création elle-même et le marketing a changé aussi du tout. Il y a 4-5 ans, c'était beaucoup plus facile d'avoir une audience organique avec des moteurs de recherche intégrés à Apple Store, etc. Maintenant, aujourd'hui, sans marketing, c'est difficile. Même avec un très très bon produit, un bel icône, une belle description, on peut faire une différence, mais elle n'est pas forcément énorme. Parce qu'il y a trop de monde sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent chaque jour, et que les jeux qui sont déjà sortis sont bien. Donc même avec un bon jeu, on n'est pas forcément au-dessus. Donc il faut un budget marketing conséquent, qui peut être très 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 conséquent. Et ça peut aussi prendre du temps à recouvrir l'argent qu'on investit chaque mois. Et donc c'est vrai qu'il y a un cash flow nécessaire à avoir aujourd'hui pour faire du mobile, qui est assez grand. La barre d'entrée est assez grande aujourd'hui. C'est forcément des jeux gratuits, ou on peut espérer vendre un jeu sur un téléphone? Non, je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il y a la place pour tous les types de produits. Par contre, il faut que ça soit en lien avec l'audience pour laquelle c'est fait. Il y a un jeu français récemment qui s'appelle Rain, qui est sorti, très très bien designé, très bien aussi marketé par rapport à l'audience à laquelle ça s'adresse, qui est premium, qui marche très bien. Mais c'est vrai que je dirais que c'est un cas d'exception, mais je sais pas si c'est si vrai que ça. C'est dur de savoir en fait, parce que c'est un marché de jeux vidéo où il y a beaucoup de produits qui sortent. Il y a des millions de produits. Donc souvent on voit seulement la face émergée de l'iceberg, ouais. Alors qu'en fait il y a des dizaines, des centaines de milliers de jeux dont on parle pas. Et donc c'est dur d'évaluer qu'est-ce qui marche pas, parce que souvent on a une idée faussée, parce que on voit seulement les 3-4 trucs qui marchent, alors qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Et justement ces 3-4 trucs qui marchent, moi je me souviens de jeux comme Paf le chien, comme Temple Run, comme Angry Birds ou comme Star Tales, bien évidemment. On en entend parler pendant 6 mois, après on n'en entend plus parler. Est-ce que ça veut dire que quand on crée un jeu vidéo, il faut s'attendre à avoir un cycle court, on aura forcément en fait un moment où son jeu sera passé de mode, et on aura beau ajouter de nouvelles choses, il faudra proposer autre chose? Généralement je dirais que oui. Généralement je dirais que c'est un peu comme un film, c'est-à-dire qu'on a 2 week-ends généralement. Mais sur mobile, de plus en plus, on voit des jeux à rétention, donc où le but c'est que le joueur reste le plus longtemps possible, pour qu'il crée un lien avec le jeu et donc qu'il achète quelque chose dans le jeu. C'est pas évident à faire, un jeu avec une forte rétention. C'est le gros challenge du jeu mobile, parce que déjà c'est dur que la personne joue à son jeu, alors en plus qu'elle reste pendant des mois au même jeu, c'est pas évident. À se connecter tous les jours, à revenir sur l'application. Donc c'est vraiment lié à différents business models. Il y a différentes visions, je dirais, du produit, avec des jeux qui sont plus à événements, qui sortent, qui font beaucoup de buzz pendant quelques jours, et ensuite ils ont une vente qui trail longtemps, mais qui baissera assez vite. Et on a des jeux qui restent longtemps en vente, par exemple Minecraft, qui est encore aujourd'hui un jeu dont tout le monde parle tout le temps, et tout le monde achète encore, etc. Parce que la marque est très forte, parce que c'est du online, parce que c'est aussi innovant. C'est ça la recette, c'est que la marque est forte, parce que pour que la marque soit forte, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent. Je pense qu'il faut tout. Il faut un très très bon jeu, une très bonne marque, du bon marketing, il faut du online, une communauté,
Il y a beaucoup de choses, je pense, aujourd'hui à avoir, et c'est pour ça que c'est pas évident, que c'est un marché qui est assez difficile, mais avec beaucoup d'opportunités. Parce qu'un jeu comme Minecraft, la boîte qui l'a fait, c'est quand même vendu 1 milliard après 2 ans, donc c'est une bonne start-up, si on peut dire. Alors justement, dans le online, et on en parlait un petit peu dans la revue de presse, il y a quelque chose qui a changé pas mal de choses dans le jeu vidéo, mais également dans d'autres secteurs d'activité, c'est le cloud. Qu'est-ce que le cloud a pu apporter aux jeux vidéo, et notamment aux jeux en réseau pour les créateurs des jeux vidéo? Je dirais que le cloud, dans le jeu vidéo, ça fait 25 ans qu'on l'a. Vous l'aviez avant les autres, en fait. Le premier cloud, entre guillemets, c'était Battle.net, donc de Blizzard Entertainment, ceux qu'on fait Warcraft 3, World of Warcraft, Hearthstone aujourd'hui. Et le cloud, pour moi, c'est une série de serveurs dans le monde entier qui permet de relier des gens pour un service. Donc Battle.net, c'est exactement ça. Il y a d'autres entreprises qui l'ont fait, et notamment Valve, qui a fait Steam, qui est donc une plateforme de vente de jeux vidéo en ligne, qui est aujourd'hui leader mondial du publishing de jeux vidéo. Et ça fait 15 ans que ça existe. Donc aujourd'hui, le cloud, nous, on n'a pas une révolution de jeux vidéo avec le cloud, parce que finalement, c'est parce que ça existe, apporté, en fait. Ça existe depuis longtemps. Bah, disons que ça existe dans le jeu vidéo depuis longtemps, mais pour des choses sûrement différentes que par exemple Google Platform. Ça n'a rien à voir, c'est pas un Amazon Web Server. C'est un peu différent. Donc c'était plus focalisé sur le jeu et l'expérience. Alors justement, donc on parle de technologies qui étaient utilisées dans les jeux vidéo qui sont par essence du coup numériques, et qui peut, du coup, donc l'industrie du jeu vidéo peut être précurseur sur un certain nombre de sujets et apporter elle-même des technologies à d'autres activités. Alors on va pas toutes les passer en revue, mais vous avez vous-même, enfin vous développez pour plusieurs musées des technologies en fait de réalité qu'on pourrait appeler de réalité augmentée pour permettre à l'utilisateur de visiter en direct dans la réalité, mais aussi à travers un deuxième écran en fait. On a quelques images de la conciergerie, je crois. Oui, c'est vrai, l'application qu'on fait avec Histovery est très très innovante. Elle permet, quand on est dans le musée ou dans le château, d'avoir une fenêtre vers le passé. Et donc on voit à travers l'iPad qu'on nous donne, qu'on loue à l'entrée, on peut voir la même salle en 1536 par exemple, à Chambord, à l'époque de François Ier. Donc ça permet de se mettre dans l'ambiance, et c'est vraiment ce qu'on fait dans le jeu vidéo. On fait des univers. On fait des univers dans lesquels les gens s'immersent, et ça permet de faire marcher l'imagination. Et typiquement dans les lieux culturels, le but c'est, quand on va à Chambord, c'est s'imaginer comment était la vie à l'époque. On ne veut pas vraiment savoir comment il est aujourd'hui, on veut savoir comment il était à l'époque, avec les 2000 servants, avec le roi qui arrive. Et ce qu'on peut voir justement là avec les banquets, alors là bon c'est des images, c'est une caméra qui se balade dans la pièce, mais alors comment ça fonctionne quand on a l'iPad? C'est-à-dire qu'on regarde une vidéo ou on peut se balader en fonction de la pièce dans laquelle on est? On a des vidéos, comme dans tous les musées, mais c'est principalement de la réalité augmentée. Donc on a l'iPad entre les mains, et dans certaines salles, on peut remonter dans le temps, et donc arriver dans la pièce, dans le passé, et voir à travers l'iPad la pièce telle qu'elle était à l'époque, et donc regarder le plafond, le sol, les murs, et voir si c'était une salle où il y avait des gardes qui étaient postés, ou si c'était une chambre à coucher, voir différentes informations sur les mobiliers de l'époque, et se retrouver tel qu'à l'époque dans la même pièce. Alors ça c'était donc pour ce que vous faites pour la conciergerie. Je crois que vous êtes également en train de développer la même sorte d'application pour le Palais des Papes. Oui, on vient de commencer. Très impatient d'avoir quelque chose qui marche à Avignon, parce que c'est vrai que c'est un musée qui va bénéficier beaucoup de ça, parce que c'est vrai qu'à Chambord et la conciergerie ça marche très bien, parce que c'est des lieux où c'est pas des musées en fait, c'est des lieux où il y a une architecture qui est imposante, impressionnante et magnifique, mais il n'y a pas beaucoup de choses à voir, et donc du coup voir le passé au même endroit c'est extrêmement intéressant. Donc en fait c'est les conditions idéales, c'est-à-dire c'est un beau décor dans lequel ensuite on peut faire preuve de créativité. En fait eux nous donnent un décor et nous on crée un univers derrière. Mais qui est évidemment qui est relié à la réalité historique. On a un comité scientifique qui crée avec nous le contenu, et donc au Palais des Papes c'est un peu la même chose. Il y a une architecture qui est magnifique, c'est des salles incroyables, et nous on va recréer à l'époque comment c'était. Donc,
Et alors, il y a également un autre projet que vous avez mené, c'est pour le coup pour l'imagerie d'Épinal. On va pouvoir regarder quelques vidéos. Et moi, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez pendant qu'on regarde ces vidéos, c'est du coup, si je comprends bien, quels sont les atouts du jeu vidéo et qui peuvent donner à d'autres secteurs d'activité. Parce que là, donc, on voit qu'il y a la modélisation qu'ils peuvent apporter au musée, donc pour permettre de se balader. Est-ce qu'il y a d'autres choses également que les jeux vidéo utilisent aujourd'hui et qu'on pourrait utiliser dans d'autres secteurs d'activité ou que vous avez pu voir? Je pense qu'il y a de nombreuses choses, que le jeu vidéo est quand même un produit assez complexe. Principalement, je dirais que l'accessibilité, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que le challenge numéro 1 de toute application digitale aujourd'hui, c'est de faire que le grand public puisse l'utiliser. Alors après, c'est pas forcément grand public une application, mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça l'est. Mais je pense que c'est un atout, déjà. Il y a aussi tout ce qui est interface. Il y a une espèce de travail d'interface qui a évolué à travers les âges des jeux vidéo et qui se découpe, je pense, en différentes visions. Est-ce que c'est pas les jeux vidéo qui donnent le ton même d'ailleurs sur ce genre de choses? C'est-à-dire que quand on est habitué à avoir des jeux vidéo qui sont très bien développés, on aurait une expérience déceptive sur des applications qui seraient pas aussi bien développées à côté. Ouais, on est comparé aux jeux vidéo en permanence quand on fait une application aujourd'hui. Je pense que les budgets sont tellement élevés en jeux vidéo que eux ont le temps et l'argent de faire de la recherche pour trouver une direction artistique qui est intéressante, qui est lisible, qui est dans le ton avec l'univers. Et donc quand une application fait quelque chose qui ressemble, on s'inspire, je pense, assez fortement, même s'il y a quand même des standards aujourd'hui par rapport au style qu'on recherche. Mais pour tout ce qui est 3D et temps réel, c'est vrai que c'est forcément la référence, quoi. On peut dire que le jeu vidéo est à l'avant-garde de la transformation digitale ou c'est un peu s'avancer, ou les deux avancent main dans la main? Je dirais que ça dépend un petit peu de quelle transition. Mais si c'est une transition qui est liée avec la 3D, la beauté graphique, l'innovation technologique aussi, je pense qu'il y a un lien assez fort. Ouais. Dernière question avant d'accueillir Thibault Louis-Lucas, la réalité, donc on a parlé de réalité augmentée, réalité virtuelle pour le coup, sur laquelle les jeux vidéo n'avaient peut-être moins d'avance que ce dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est quelque chose qui est arrivé il y a 2 ans maintenant. Ça va encore chambouler totalement ce secteur d'activité ou ça va être une solution en plus parmi ce qui existe déjà? Alors là, j'en ai aucune idée. C'est difficile de faire des prédictions. Je me rappelle avoir essayé la réalité virtuelle il y a très longtemps quand j'étais enfant. J'avais adoré, mais ça n'avait pas non plus transformé. J'ai jamais encore eu l'expérience incroyable de réalité virtuelle, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Pas encore aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques années ou dans quelques mois. Je ne sais plus qui disait aujourd'hui que ce serait en 2020 que ce serait mainstream. À voir. J'ai hâte de voir en tout cas. Et donc on vous reviendrait dans cette émission pour en parler, pour essayer, espérons qu'on pourra essayer en direct en 2020. Et nous allons maintenant accueillir Thibault Louis-Lucas, donc le fondateur de Pistache, qui va nous présenter son application. Le pitch de la semaine, donc c'est avec Thibault Louis-Lucas, donc qui est venu nous présenter Pistache. Bonjour Thibault. Bonjour. Alors je rappelle donc que vous êtes président et cofondateur de Pistache, Pistache qui est le nom de l'application mais pas le nom de la société derrière. Alors si on parle de l'application, qu'est-ce que c'est ? En fait, aujourd'hui, Pistache, c'est une application qui repose sur un concept assez bête et très simple, c'est que les enfants n'aiment pas tellement ranger leur chambre ou faire leurs devoirs. Et on a créé Pistache, qui est en fait une application mobile et un jeu vidéo, pour les motiver à faire leurs petites tâches du quotidien, comme par exemple ranger sa chambre, faire ses devoirs, mais aussi aider ses parents à mettre le couvert. Donc là, on a une petite vidéo pour ceux qui nous écoutent, afin de leur permettre de visualiser. Moi, ma question, c'est comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on s'inscrit parents et enfants sur l'application et ensuite, on a des tâches en tant qu'enfant. On lui dit, faut que tu ailles faire ceci, faut que tu ailles faire cela pour gagner des points, en fait. En fait, aujourd'hui, on a une application qui est téléchargée par le parent où nous, ce qu'on va recommander, c'est que le parent et l'enfant ensemble vont définir les petites missions que l'enfant va devoir faire. Après, l'enfant, dans la vie réelle, va faire ses petites missions, comme ranger sa chambre. Il va venir dans l'application l'indiquer. Là, il va gagner des petites clés. Et ces petites clés lui permettent d'accéder à des contenus ludiques, éducatifs et divertissants, comme des petits jeux et des vidéos. En fait, on va essayer de retrouver des vidéos éducatives, comme le fameux C'est pas sorcier qu'on avait, nous, quand on était jeunes, qui vont enrichir aussi l'enfant intellectuellement. Donc là, pour le coup, en fait, on est vraiment dans une démarche de reprendre les codes du jeu vidéo, mais de les appliquer à la vie réelle. Tout à fait, en fait.
le fondement de notre projet, c'est la motivation. C'est qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les gens sont motivés par ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils aiment en ce moment, c'est le digital, les jeux vidéo. Comment vous monétisez une telle application? On parlait tout à l'heure autant de business models que de startups qui lancent des jeux. Quel est le modèle derrière Pistache? On a 2 modèles en fait. Un modèle plutôt classique où les parents qui veulent aller plus loin dans l'expérience vont pouvoir s'abonner à Pistache pour avoir plus de fonctionnalités. Mais un autre modèle qui est relativement innovant où là on va travailler avec des marques de grande consommation française, des marques de dentifrice et de brosse à dents par exemple, qui vont venir sponsoriser du contenu dans Pistache pour faire la promotion de leurs produits. En fait, cette offre, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, quand on veut toucher des enfants de 6 à 11 ans, eh ben, on a assez peu de canaux pour communiquer. On va avoir la télé, on va avoir quelques journaux papier, mais ça va s'arrêter là. Et aujourd'hui, Pistache va amener un nouveau moyen de parler de sa marque et du coup d'aller chercher la notoriété. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a dépassé les 120 000 téléchargements et on est sur une base d'environ 40 000 utilisateurs récurrents. Et est-ce que vous avez l'occasion, j'imagine, de discuter avec des enfants, avec des parents qui vous expliquent leur expérience de jeu et ce qu'ils en retirent ? Aujourd'hui, je crois qu'on a 3 types de retours sur les stores directement. On a des gens qui nous disent « Étrangement, mon enfant passe moins de temps sur la tablette. » Parce qu'en fait, Pistache ramène les enfants vers la vie réelle. Deuxième chose, c'est que mes enfants me redemandent des tâches. Et ça, c'est génial quand un parent entend son enfant, est-ce que je peux t'aider à faire ça, ça, c'est tout de suite génial. Et troisième chose, c'est que Pistache amène de la sérénité dans le foyer et permet de faire en sorte que le temps passé avec son enfant soit plus agréable. C'est-à-dire que quand le parent rentre à 8h du soir après une journée de travail, il n'a pas envie de venir voir si les devoirs ont été faits, si le bain a été pris, etc. Et aujourd'hui, quand on ça a déjà été fait par Pistache, qui est pas chaperon parce qu'il est plus, il a plus la technique de la carotte que du bâton, mais c'est effectivement, il va motiver à avoir fait ses tâches. Oui. Alexis, un petit mot peut-être sur Pistache, sur ce nouveau jeu qui mêle réalité. Je trouve que ce qui est très très intéressant dans ce qu'on fait aujourd'hui en digital, c'est quand justement on revient dans le réel comme ça. Et qu'on améliore le réel avec du digital, et donc on ne le transforme pas, on ne le remplace pas, mais on l'améliore. C'est vrai que ce qui est amusant, c'est quand même d'avoir une application qui va faire en sorte que les gens passent moins de temps sur cette application en fait. C'est de lui dire bienvenue sur l'application, va ranger ta chambre et reviens me voir sur l'application. C'est ça qui est très dur aussi, c'est que derrière il faut qu'on aille les rechercher pour les faire revenir dans l'application, donc on a tout un système de notification, de mails, etc. qui permettent de leur rappeler que Pistache existe. Merci beaucoup Thibaut d'être venu nous présenter Pistache. Votre contact va s'afficher à l'écran si des gens qui nous ont suivis veulent télécharger Pistache ou prendre contact avec vous pour discuter. Merci également Alexis de nous avoir fait part de votre expertise sur l'industrie du jeu vidéo et sur la visite de musée augmentée, si je peux l'exprimer ainsi. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous invite à retrouver dès demain matin le replay sur viragedigital.fr, sur IT for Business, sur ZDNet, sur PC Expert et sur Silicon, sur la chaîne YouTube de Décideur TV également. Pour ceux qui voudraient l'écouter en voiture ou dans les transports, je vous invite à télécharger le podcast de l'émission sur l'iTunes Store. Et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais le mercredi 4 janvier, dans une émission où nous interrogerons sur la transformation numérique du retail et on se posera la question de savoir si les pure players ont l'avantage dans cette bataille. Et je vous dis donc à dans 2 semaines. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.